j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous pour cette visite. Je pense que vous en avez appris pas mal. On aura encore énormément à dire. Et je vais tâcher durant cette conférence de vous en dire encore un petit peu plus. Si vous aimez les voyages dans le temps, eh bien là nous allons accrocher nos ceintures et démarrer. Bon, ça va, 10 ans. Non, on est en 2019. 20 ans déjà. Quasiment. 20 ans. Bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Ça, c'est actuellement. C'est joli, n'est-ce pas? Oui. Bon, on remonte un petit peu plus. 100 ans plus tôt. En 1900. Vous voyez quelque chose de différent ici? Maintenant, c'est en couleur. Les cheminées au-dessus. Non, oui, il y a en effet au niveau du fait du toit des ornementations qui ont disparu, mais ce qui est le plus flagrant, c'est évidemment ce qui surmontait le perron ici. Remontons encore un peu dans le temps, 1850. Vous voyez que ça a beaucoup changé depuis. C'est un peu une caserne. C'est vrai, et c'est pourquoi Werner de Meyroth lui a donné son aspect actuel. Voilà. Un élément intéressant à ce niveau-ci, c'est le cadastre de 1880, qui reprend donc le château tel qu'il était donc à cette époque-ci, et ça c'est le cadastre tout à fait classique qu'on peut trouver aujourd'hui. Le voici ici en grand. Remontons un peu dans le temps, 1761, voici à quoi ressemblait le château. Bon, ça va être une autre allure. Vous voyez, une enceinte fortifiée avec un pont-levis ici, les douves autour. Deux documents importants pour cette époque-là. Un plan de 1785 qui reprend donc le château ici avec son enceinte. Et un cadastre de 1822, donc plus récent évidemment que cette gravure-ci, mais où on retrouve eh bien, toute la partie centrale, si je puis dire, qui est là, et le bâtiment avec le pont-levis ici. Vous voyez, le pont-levis qui était là, il se retrouve dans ce bâtiment-là. Ça c'est le corps central, et toute cette partie-ci, c'est ce qu'on voit ici sur la droite. 1600, nous y voici, les albums de Croÿ. Bon, ça a pas mal changé, en effet, depuis. On vous l'a peut-être dit, hein, le château actuel, c'est en fait pas un château, c'est des châteaux les uns sur les autres. Et là, on va bien s'en rendre compte, on voit au fur et à mesure du temps les transformations, et à chaque fois, on rebâtit en fait par-dessus le château précédent. Avant cela, 1150, on dit que la terre de Trélon a été érigée en 1150 par Nicolas d'Avesnes. Première fortification, semblerait-il. Vraisemblablement, ça ressemblait à ça. Une motte castrale, aussi une motte féodale. On a une très belle illustration de ce à quoi ça pouvait ressembler à cette époque-là. En fait, c'est intéressant, quand on regarde une photo aérienne de 1957, on voit réapparaître quelque chose qui pourrait être la motte castrale. Vous voyez, le château est ici, la grille d'entrée est là, vous vous êtes parqué sur ce parking-là, et là, il y avait un étang jusque dans les années 60, et au centre de cet étang, eh bien, il semble y avoir quelque chose qui mériterait qu'on fouille. Si ce n'est que mais on a eu la bonne idée de construire la caserne de pompiers. Je me vois mal détruire la caserne. Ça va pas le faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le cadastre de 1822, eh bien, on retrouve ce fameux étang avec eh bien, un lot de terre numéroté, ici numéro 120, qui vraisemblablement correspond à cette fameuse motte féodale. Donc, ça c'est pour 1150. À peu près, voilà à quoi ça ressemblait. Avant cela,
Avant cela, peut-être pas grand-chose, ou alors on peut imaginer, mais bon, n'allons pas si loin dans le temps, revenons plutôt dans le bon sens jusque 1600, là que ça nous intéresse réellement, avec ces fameux albums de Cruy. Ces deux magnifiques enluminures, ces deux magnifiques peintures qui ont été réalisées par Adrien de Montigny aux alentours de 1600. Je pense qu'elles ont été réalisées entre 1596 et 1598 pour être exact ici. Ce n'est pas très grand, c'est très agrandi ici sur l'écran et vous allez voir à quel point ces peintures sont précises. Si on analyse justement la première d'entre elles, et notamment cette partie-ci avec l'âne, et qu'on regarde un petit peu de près, et qu'on zoome encore, regardez la façon dont c'est réalisé. C'est absolument extraordinaire de réussir. Là, c'est agrandi, je sais pas, moi, normalement, ça a la taille du pied de l'âne. Ouais, c'est impressionnant. D'autres éléments sont évidemment intéressants, c'est le château en lui-même. Si on zoome, regardez la façon dont même les fenêtres sont dessinées. On voit même les encres dans le mur. Enfin, vraiment, c'est d'une richesse absolument incroyable. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans les environs, à Moustier-en-Fagne, il y a encore une maison qui est tout à fait similaire à ce à quoi ressemblait le château à cette époque-là. Ici, on voit que le bâtiment en question date de 1560. On est en plein dedans. Si on regarde d'autres détails au niveau ici du berger, même chose, on voit une multitude de détails. On a également des choses, si je puis dire, un petit peu plus cocasses. Si on regarde. Voilà, ce sont les scènes de la vie de tous les jours. Voilà. Ici, même chose, ça c'est sur la planche de Trélon. Non, ne regardez pas de ce côté-ci, regardez au centre. Nous avons deux personnages qui sont extrêmement bien réalisés. On va jusqu'à représenter le poulet, certainement le repas du midi. Et même ici, au niveau de l'église, qui est représentée, l'église sera stratégique durant le reste de notre conférence, puisque c'est elle qui va nous permettre de situer le château finalement par rapport au village. L'église, on y voit même le coq qui est représenté au sommet de la croix. Tout est, et ça fait quelques millimètres sur la gouache réelle. C'est très impressionnant. Alors quand on analyse ces peintures, puisque c'est justement la peinture la plus ancienne qu'on ait de Trélon, c'est la représentation la plus ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir concrètement comment ça a évolué entre ça et maintenant, où est-ce que ça se trouve concrètement. Et la première question qu'on se pose, c'est quelle est l'orientation concrètement de ce qu'on voit apparaître sur l'image. C'est là où l'emplacement de l'église est important pour s'y retrouver. On se demande aussi, mais concrètement, ce qui est diablement intéressant sur ces images, ce sont les tours qui ont disparu aujourd'hui, probablement des tours d'entrée de la forteresse. Où est-ce qu'elles sont ces tours? Il doit subsister quelque chose tout de même. Et puis enfin le nombre de tours, parce que quand on regarde sur la planche qui représente le château, on a 3 tours, alors que si on regarde sur celle du village, on n'en a plus que 2. Alors on a dit pendant longtemps, moi j'ai toujours entendu dire que c'était extrêmement imprécis, qu'en réalité, les albums, donc la façon dont ça a été réalisé, c'est que
pense qu'il s'appelle Adrien Montigny, qui est le peintre qui avait été missionné par Charles de Crouy pour eh bien, reprendre l'ensemble de ces territoires. Il allait de territoire en territoire, il faisait ses croquis, et puis pendant l'hiver, tout ça a été envoyé à son atelier et c'était reproduit. Donc c'est un atelier qui se situait à Valenciennes, et tout ça fonctionnait de façon assez à la chaîne, si je puis dire, et donc ce qui explique qu'on ait pu avoir quelques incertitudes, si je puis dire, sur les chiffres. Alors l'objet de cette conférence, c'est justement de mettre un petit peu à mal cette interprétation et de fouiller en détail tout ce qu'on a qui apparaît sur ces planches. Grande différence. Pardonnez-moi. C'est conservé où maintenant, les albums? Ah, c'est une bonne question. C'est en Allemagne, mais l'emplacement, ça appartient à un privé. Et donc, on a beaucoup de chance qu'il nous ait donné l'autorisation de diffuser cela, parce qu'en réalité, les albums ont été réédités par le Crédit Communal en Belgique, donc on y a accès. Mais quand on zoome dessus, on a les pixels du livre lui-même. On peut pas zoomer à ce point-là. Voilà. Pour tout vous dire, il y a une question tout à l'heure, c'était de savoir si la conférence avait déjà été faite ou si c'est la première fois que je la donnais. En réalité, elle a été faite il y a un mois, jour pour jour, et j'ai reçu les photos des albums 2 jours avant. Donc j'étais ravi de pouvoir voilà, les détailler beaucoup plus en avant que ce qui était fait. Voilà, vous voyez que par rapport à 1761, il y a une fameuse différence. Alors, évidemment, par rapport à 2000, il y a une sacrée différence. Mais quelle est, selon vous, la différence du château de l'an 2000 et du château actuel? Vous ne voyez pas quelque chose de spécifique? Vous ne pouvez pas savoir, mais vous êtes passé à côté d'un puits. Et pourtant, le puits n'y est pas. Ce puits, il a été redécouvert en 2007, extrêmement récemment. Et donc, c'est l'archiviste du château, qui s'appelle Monsieur Danlou, qui, voyant les étais secs, une marque jaune sur le sol, s'est dit « ce serait quand même intéressant de voir ce qu'il y a là-dessous ». Et en grattant, il a découvert une pierre, et en soulevant la pierre, il a redécouvert le puits. Donc on s'est empressé de remonter un puits à son emplacement, bien entendu. Quand on regarde le château en 1761, eh bien en fait le puits est dessus. Il est ici. Il faut le savoir. Mais c'est assez logique. En soi, quand on le sait, c'est facile. Ça semble évident. Et pourquoi je vous parle du puits? Parce que le puits est stratégique. Il est évident que depuis toujours, le château a eu un puits, la forteresse a eu un puits. Donc on est bien au cœur de la forteresse qu'on voit dans les albums de Crouy. Alors comment est-ce que j'ai découvert que le puits était là? Eh bien j'ai fait des superpositions. Je me suis amusé un soir où je n'avais rien à faire. Je me suis amusé à comparer, non pas le plan du 1785, parce qu'il est assez imprécis. En revanche, le cadastre du 1822, lui, il est très précis. Et quand on regarde en détail, on a le puits qui apparaît ici. Et si on superpose les deux images, qu'on les superpose via, vous voyez cette ligne rouge, on les met ensemble, eh ben on arrive à l'emplacement du puits. Et là, diable, c'est là qu'il était.
C'est assez amusant. Première découverte assez amusante. Et puis en 2018, bon, ça a été la même chose en 2019, là les photos datent de 2018. Sécheresse importante, mais très intéressante. Car on voit réapparaître sur le sol des traces. Je me suis empressé évidemment de mesurer ces traces pour savoir exactement, pouvoir les redimensionner le tout. Et ce qu'on voit apparaître dans le sol, c'est ce château-là. C'est cette enceinte-là où je me suis amusé évidemment à reconstituer, à l'aide des éléments que j'avais, le plan qu'il y avait à l'époque. Voici donc l'enceinte que l'on voit passer et sur l'avant et sur l'arrière, c'est ce qu'on voit ici au niveau de ce plan, ce croquis. Et ici, au niveau de la gravure, on voit bien qu'on est à peu près ici et on voit ce bâtiment-là. Alors évidemment, la chapelle n'existait pas à l'époque. Elle a été construite, elle, au XIXe siècle par Werner de Mérode. C'est lui qui donne son aspect actuel au château. Alors pourquoi est-ce qu'on voit cette photo? Ça peut sembler assez incongru dans ma présentation. C'est simplement pour dire que je ne passe pas ma vie à faire des superpositions d'images. Moi, mon métier, à la base, c'est ingénieur. Je travaille dans l'industrie aéronautique et je conçois des moules pour l'industrie aéronautique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que j'ai accès, grâce à mon travail, à un logiciel formidable de modélisation en 3 dimensions. Un logiciel qui s'appelle CATIA, qui est utilisé en grande partie par l'industrie aéronautique, justement. Et de cette façon-là, en utilisant ce logiciel, j'ai pu reconstituer le château. Je me suis amusé à modeler le château sur l'ordinateur. C'est pas juste une vue, c'est réellement quelque chose que je peux faire tourner et je peux rentrer à l'intérieur des salles que j'ai modélisées. Alors c'est assez amusant parce que ma grand-mère à l'époque me suivait de salon en salon. Alors, je passais avec mon télémètre et puis elle me suivait, puis elle disait « je comprends rien ». Je comprends rien. Et de salon en salon, je comprends rien. Et puis le jour où on a pu, grâce à cette modélisation, faire des plans absolument précis du château, on a pu notamment renégocier l'assurance du château. Et là, forcément, elle a un peu plus compris l'intérêt de la chose. Voilà. C'est assez amusant également parce qu'à ce moment-là, on peut faire une coupe à travers tout. Alors vous remarquerez au passage les salles voûtées qui sont sur la partie gauche du château au rez-de-chaussée. Autre chose amusante, c'est qu'on peut modéliser tout le circuit de chauffage avec les 54 radiateurs. Mais ça, c'est une petite anecdote. Ce qui est plus intéressant dans notre cas, ce sont les caves. Les caves qu'on voit apparaître ici, avec, si je puis dire, trois types de caves qui vont des plus anciennes aux plus récentes. Et quand on les regarde du dessus, on a le plan des caves. Et les caves, c'est toujours très intéressant parce que ça nous permet de comprendre un peu l'architecture du bâtiment. Je fais une petite aparté. Je vous ai parlé tout à l'heure de Monsieur Danlou. Monsieur Danlou, c'est l'archiviste du château, c'est lui qui a découvert le puits. Un jour, je me promène derrière le château. Et qui je vois? Monsieur Danlou descendant dans un trou. Je dis, Monsieur Danlou, mais qu'est-ce que vous faites à descendre dans ce trou? Qu'allez-vous voir? J'avais jamais repéré qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là, ça dit en passant. Et il me dit, écoutez, j'ai entendu dire que la citerne d'eau du château était vide. Je me suis dit que j'allais y jeter un coup d'œil. Et il a bien fait, Monsieur Danlou. Car dans cette citerne,
Eh bien, c'est vaste. 2 salles sous nos pieds. 2 salles avec une porte en ogive, vous voyez, pardon, hop, une porte en ogive entre les deux. Et c'est assez amusant parce que quand on est dans la salle du fond, non, dans celle où M. Lanlouet, justement, on a ici une fondation, on a vraiment l'impression d'être au pied d'une tour. C'est assez impressionnant de rentrer dans une salle dans laquelle on n'est jamais allé chez soi. On a tous rêvé de rentrer dans des salles incroyables de sa propre maison. Ben là, c'était le cas. C'est très impressionnant. Et ce qui est amusant, c'est évidemment de mesurer tout cela et de l'ajouter au plan. L'entrée, elle est ici. Regardez par là-bas. Voilà les fameuses caves. Alors vous remarquerez que, évidemment, quand j'ai fait ces plans-là, je m'étais posé la question, mais pourquoi ces bâtiments de biais par rapport au reste? Et là, c'est très amusant de voir que ces salles qui ont été reconverties au XIXe siècle en citernes d'eau du château, eh bien, ne sont autres que des salles des châteaux précédents, qui sont la continuité d'une cave actuelle, qui, cela dit en passant, est à un étage supérieur. Donc on ferait peut-être bien d'aller creuser pour savoir ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est petit aparté, si ma maman me voit sur la vidéo. Voilà. Je me suis empressé, après avoir fait cela, eh bien, de faire le lien, évidemment, avec les albums de Croÿ, où on voit les bâtiments de biais. On va y revenir juste après. Voilà, donc j'ai retracé la trappe d'accès, les 2 citernes, et là j'avais mis bâtiments anciens de biais. Il y a vraisemblablement 2 bâtiments côte à côte, ici, de biais par rapport au reste du château. Et alors ce qui est amusant, c'est justement de voir eh bien, cet angle-là. Est-ce que ce ne serait pas ce qu'on voit apparaître ici? À ce moment-là, ben, je me dis, les bâtiments de biais, ben, ce sont ces 2-là. Et dans cette fameuse cave triangulaire, si je puis dire, dans le château, on a un renfoncement sur le côté. Dites-moi si je suis devant vous. Hein. On a un renfoncement sur le côté. Ben, est-ce que ça ne correspondrait pas à ce petit bâtiment qu'on a ici? Juste au passage, vous remarquerez que dans le plan d'ensemble, ben là, il n'y a rien. Peut-être encore des choses à découvrir. Alors ça, c'était la première analyse, et puis je me dis, ben, par rapport à tout ça, est-ce qu'on n'essayerait pas de repositionner l'ensemble des bâtiments? Et voilà, je me suis dit, grosso modo, ben, j'ai 2 bâtiments là, j'en ai 2 ici, j'ai une tour là, j'ai les 3 tours là-bas, j'ai une suite de maisons là-bas derrière. Bon, voilà, on va arriver à ça. Et puis, je me suis dit, si on met les bâtiments, ben, comment est-ce que tout ça se met par rapport à une vue globale? Et si je superpose, bah, voilà à peu près comment on est. Et donc on aurait un mur qui s'étend le long là-bas. Voici en 3D ce que ça peut donner. Et alors, ben voilà, j'ai fait tout l'ensemble des bâtiments avec donc la façon dont chaque bâtiment se trouve. Avec ici notamment, pourquoi pas, le pavillon d'entrée. Ici, donc, on a le bâtiment du bout qui se trouverait là. On a une tour qui est un peu au milieu du jeu de quilles. Pourquoi pas la positionner à cet endroit-ci? Pour le moment, ce ne sont que des suppositions. Hein. Et ici, pourquoi pas y mettre la chapelle? La chapelle, ici, a disparu durant la Révolution française.
C'est une chapelle qui, d'après les archives, remonte au XIIe siècle, et donc daterait vraiment des débuts de Trélan. Et si elle date du XIIe siècle et qu'elle apparaît en 1760, eh bien, il y a de fortes chances qu'on la retrouve dans les albums de Creux. Et puis les fameuses tours. Bon. Jusque-là, ce ne sont que des hypothèses faites à la louche. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe par là-bas. Et de nouveau, Google est mon ami. Tout ça, juste en restant chez moi derrière mon ordinateur. Il y a quand même des choses amusantes dans la pâture là-bas. Hein. Vous voyez les traces? Bon, j'ai pas mis la source, je ne sais pas où est ce château, mais il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose à fouiller vraisemblablement. Et puis, avoir les tours d'entrée là, eh bien, ça a pas mal de sens quand on regarde. On avait vraisemblablement un ancien chemin qui se trouve ici, on le retrouve sur les plus vieux cadastres. On a d'un côté Avesnes, de l'autre côté on est en direction de Chimay, et on est du côté de Liessy, Liessy qui était très important à l'époque avec l'abbaye. Bon, il y a quelque chose à fouiller, et puis d'autant plus que Jean-Marc qui est derrière vous debout, qui s'occupe de fleurir notre beau parc, surtout durant l'été. C'est grâce à lui si on a un extérieur qui est aussi bien entretenu. Au passage, Jean-Marc, un grand merci. Jean-Marc est un amoureux de la poêle à frire. Et il passe beaucoup de temps dans les pâtures. Et ça, ce sont quelques-unes de ces petites découvertes. Ça fait bien. Ça, c'était dans les pâtures. On voit des balles de mousquet. C'est assez amusant. Quelques pièces, il m'a mis ici. Ici, je ne sais pas trop ce que ça a pu être à la base, mais on voit, c'est une tête de lion. Il y a des choses à découvrir sous le sol. Et vous voyez ici, alors c'est relativement lourd. Ça, c'est un canon. C'est un canon. Donc ça s'est pas mal battu dans le coin, ce qui explique que Trélan ait été détruit à plusieurs reprises. Cette fameuse forteresse des albums de Croÿ a totalement disparu, et on comprend pourquoi. Ce qui est même assez amusant, c'est que quand on analyse de près, eh bien, je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais on a même une petite trace qui correspondrait à l'alignement du mur. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais quand on cherche absolument à prouver quelque chose, on y parvient toujours. Et voici donc le plan d'ensemble auquel j'étais arrivé. Mais je ne me suis pas arrêté là, vous vous en doutez. Je me suis dit, pour construire ces choses-là, ce qui est important, c'est de regarder les planches et de vraiment analyser, à proprement parler, tiens, où se trouve le peintre concrètement dans le village, et d'où il est, est-ce que tout ça, est-ce que tout va bien, si je puis. Et en fait, on se rend compte que pour la gravure du village, qui est intéressante parce qu'on a l'église dans cette gravure, l'église qui est face au peintre, il se trouve à peu près devant l'église, donc je vais dire ici. Et puis, sur sa gauche, ici, eh bien, elle voit la fin du mur. Sur sa droite, il voit... Ah tiens, c'est amusant, il ne voit que 2 tours. En fait, il y a une tour qui est cachée par l'autre. Et puis, bien au centre,
quand on regarde l'autre planche, eh bien, face au peintre, on trouve le coin du mur. Donc vraisemblablement, il se trouve un peu plus ici, et il regarde dans la direction de la flèche orange ici. Et donc, sur la gauche, on a la fin du mur. Un petit peu plus à droite, on tombe sur un certain nombre de bâtiments. Et puis sur la droite, ben là on voit les 3 tours. Alors quand j'ai, entre guillemets, découvert ça, quand je suis arrivé à cette conclusion-là, je me suis dit, ben ça alors, depuis que je suis petit, on me répète que, bof, t'as vu, ils ont oublié une tour. Ce qui est encore plus amusant, c'est que quand on regarde sur la droite, ben, on a quelque chose d'assez clair, d'assez bleuté. Ça pourrait tout à fait correspondre à 3 étangs qui existaient, dont un seul a subsisté depuis, qui sont donc le prolongement de l'étang du Haillon qui est ici. Et donc, ça c'est tout à fait de l'ordre de la supputation, si je puis dire, mais pourquoi pas, ça peut corroborer. Et on voit ici l'agrandi. Alors, tout ça est bien joli, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème quand on est persuadé de quelque chose, c'est qu'on a tendance à vouloir absolument prouver ce qu'on croit. C'est le risque. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui me chipotait, moi, dans tout ça. Je me dis, premièrement, ces bâtiments-là, ben, pourquoi on a le deuxième qui est là, puis en fait, c'est un peu bizarre. Pourquoi on a ces 2 bâtiments qui ont l'air de se chevaucher, ça passe quand même vachement à l'arrière du château. Je me dis, je vais faire une conférence là-dessus, il ne faut quand même pas que je me trompe. Et quand on superpose les images, ben, ces bâtiments-là, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent là pile poil? Pourquoi est-ce que... c'est pas exactement ce qu'on a ici. Il y a quelque chose qui m'allait. Et puis, en continuant à chercher l'ensemble, je me dis, mais finalement, ce grand mur qui est là, c'est quand même dingue, parce que si l'entrée, elle est aussi loin là-bas, quand même, le seigneur, pour aller au centre du village, sachant que l'église existait, il doit faire une trotte quand même pour retourner au village. Donc, c'est quelque part, ça me pose problème. Et puis, en fin de compte, ce que je vois comme trace dans le sol, ça a quelle dimension? Donc, Google est mon ami. Je prends les dimensions. 25 mètres. 25 mètres de diamètre pour un des ronds typiques, parce qu'on a plusieurs ronds ici. 25 mètres de diamètre. Qu'est-ce que ça donne, ça, 25 mètres? Si on le superpose à la tour actuelle du château, ça fait grand quand même, hein? Et là, je me dis, je donne une conférence dans 2 jours. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Et ces 2 bâtiments, ils ne me plaisent pas par rapport à l'ensemble du château. Non, décidément, j'ai eu beau essayer de le refaire en 3D, justement, parce que je me dis, si je veux prouver quelque chose, il faut que je le fasse en 3D. C'est ce soir-là où j'ai commencé à me mettre derrière l'ordinateur, à remodéliser, essayer de comprendre. Et décidément... Vous voyez, on voit les caves jaunes sur le dessous. Décidément, ça ne me plaît pas, ça me chipote. Tant pis. Reprenons les choses. Il est 11h du soir. Je donne ma conférence le lendemain. Bon, qu'est-ce que je fais? Je remodélise. 4 carrés, mon ami, cette fois.
je repars de ce que je connais. Et puis je me dis, j'aimerais quand même bien que ça corresponde au petit bâtiment d'angle. Et là, je redessine quelque chose d'autre, en me disant, finalement, est-ce que les deux bâtiments qu'on voit là, est-ce qu'ils n'ont pas été construits par après, puisque cette cave est tronquée? Et donc c'est comme ça que j'ai mis ces deux bâtiments de cette façon-là. Et puis j'ai mis le petit bâtiment intermédiaire ici au niveau de l'entrée que je trouve de la cave. Bon, jusque-là, c'est plutôt ressemblant. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux bâtiments sur le côté. Bon, on va les positionner, grosso modo, il faut que ça ressemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un mur d'enceinte. On a un mur d'enceinte qui fait le tour, avec des tours. Là, on voit les trois, vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit bâtiment sur l'avant, ici, et un bâtiment sur l'arrière. Bon, c'est plutôt pas mal pour le moment. On continue. Bon, là, il est 2h du matin. On a un autre bâtiment qui est sur le côté là-bas. Et puis une petite tourelle. Tout cela est semblant. Et sur la droite, on a la tour que je situe à peu près au milieu du jeu de quilles tout à l'heure. Et enfin, un petit toit qui est là-bas derrière. Ah ben voilà. Il n'y a plus qu'un. Alors, est-ce que ça marche? Tout à l'heure, ça a fonctionné. Ça fonctionne. Nous voici donc dans le château du XVIIe siècle. Alors, il était tard et j'ai pas eu le temps de refaire cette vidéo-là pour cette conférence-ci. C'est pas smooth comme déplacement, mais ça permet, c'est quand même plutôt sympa de rentrer dans un bâtiment du XVIe siècle qui n'existe pas. Alors, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est intéressant maintenant, c'est de superposer les deux. De superposer la vue aérienne avec ce que j'ai modélisé. Vous voyez, il y a l'église, elle n'est pas là au hasard. Voici finalement ce qu'on obtient. Quelque chose de beaucoup plus réduit que ce que je proposais il y a quelques secondes. Avec une enceinte qui en fait couvre simplement la pelouse qui est en face du château. Et là, le Seigneur, pour aller à l'église, il n'est pas trop loin. Alors, analysons un peu cela de près. D'abord, ce qui est intéressant, ce qui a été intéressant de se rendre compte de cette façon-là, c'est qu'en fait, ce n'est autre que l'enceinte qu'on voit au XVIIIe siècle. Et donc, je demande pardon à tous nos visiteurs précédents, où on leur racontait que l'enceinte allait jusque là-bas, et que ça avait été détruit, puis qu'on avait reconstruit quelque chose de plus petit. En réalité, que nenni, c'était la même chose. Et ce qu'on voit apparaître ici est vraisemblablement les vestiges des fameuses tours qui sont mentionnées sur les albums. Alors, évidemment, par la suite, je me suis amusé à refaire à peu près le 3D de ce qu'on avait au XVIIIe siècle pour essayer de comprendre un peu comment c'était également, puisque justement cette enceinte n'avait pas bougé finalement entre les deux. Et j'ai replacé
ce grand bâtiment-là, qui apparaissait ici, qui apparaît ici, et que l'on retrouve là-bas. La fameuse chapelle. Et puis, on a sur le côté de la chapelle un petit bâtiment que je pensais être un pigeonnier, c'en est peut-être un après tout, qui est ici, dans le prolongement. Mais ce qui est amusant, c'est que ce fameux pigeonnier, il y avait vraisemblablement un pigeonnier, hein, c'était le moyen de communication, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, mais il y avait le pigeon. Et ce qui est amusant, c'est de le retrouver dans les albums. Le voici en fait. Et cette fameuse tour qui était là-bas derrière, là en fait, c'est une tour d'angle. Elle n'est pas au milieu du jeu de qui? Pas du tout. Maintenant, quand on analyse, souvenez-vous de cette slide-ci, le château 1850, je vous ai dit, il y a un élément intéressant, c'est le cadastre. Dans le cadastre, on voit apparaître un élément plutôt intéressant, dans notre cas, quelque chose de rond, qui, c'est amusant, n'était pas dans le cadastre précédent, qui avait vraisemblablement été oublié, et réapparu là. Ce qui explique que moi, quand j'ai vu ces cadastres-là pour la première fois, je me suis dit, on a construit un pigeonnier, moi j'aime bien les pigeonniers. En réalité, non. Il s'agit donc de la tour d'angle. Et puis, une autre tour sur l'arrière, que je suppose être également une tour qui est ici, au niveau de l'enceinte du château. Un bâtiment sur l'arrière, là je l'ai positionné à cet endroit-ci, parce que dans le 3D ça donnait bien, on repérait exactement la même chose. Et puis ce qui est amusant, c'est que quand on regarde dans ce point-ci, nous avons une trace assez amusante sur le sol de dallage qui est très différente du reste. Je me suis toujours demandé, tiens, il y a quelque chose par ici, mais voilà, il faudra recoller les morceaux, si je puis dire. C'était une pièce du puzzle. Voilà, ça corrobore. Conclusion, ne soyons pas trop hâtifs dans nos conclusions. Tout ça reste ouvert à discussion, si je peux dire, et surtout à recherche. Ça, ce n'est qu'une étude théorique. Maintenant, on a toutes les clés en main pour fouiller. Et quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses sous nos pieds, vous comprenez maintenant qu'il nous reste encore des tas de choses à découvrir. La chapelle, tout à l'heure, j'ai montré l'emplacement de la chapelle. Les ouvriers, quand ils ont construit le chenil des chiens, qui est à cet emplacement-là, m'ont dit à l'époque, ça sonne creux par ici, il y a peut-être quelque chose. Donc il y a encore plein de choses à découvrir. Les salles dans lesquelles nous sommes rentrés, la fameuse citerne d'eau du château, n'est certainement pas la seule, il y a encore énormément de choses. Il y en a certaines qui ont été converties je sais qu'il y en a dans la suite, et qui ont été reconverties en... on appelle ça c'est malheureusement les WC qui se déversent dedans. Donc, je n'ai pas encore été en fausse sceptique, et je n'ai pas encore été fouillé, mais voilà, ce serait très intéressant de cartographier tout ça. Et je suis persuadé que cette étude-ci, qui montre à quel point, vous avez pu le voir, les albums sont précis, pourrait déboucher sur d'autres choses et sur des études approfondies de chacune des albums, de chacune des planches des albums de Croï. Je le souhaite, et voilà, peut-être qu'un jour ça fera déjeuner. Je vous remercie. Il y a encore des choses à découvrir. Hein.
oui. Ça, ce sera la suite au prochain C'est le prochain épisode. Merci de votre attention. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Quels sont vos rapports avec les services archéologiques du département? Absolument aucun. Aucun. Pour le moment, absolument aucun. Vous avez de la chance. Je ne sais pas si j'ai de la chance, mais oui, mais je souhaiterais approfondir la question et améliorer nos connaissances. Ça, ce n'est que la première pierre de l'édifice, si je puis dire. Peut-être que dans quelques années, on en saura davantage et que vous pourrez visiter d'autres salles que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Les oubliettes du château. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention et bon retour sur l'ordre.